Très bien, on est bon, on est prêt, on peut reprendre les discussions de cet après-midi avec le programme qui s'affiche à votre écran pour ceux qui sont en ligne et sur l'écran devant vous pour ceux qui sont dans la salle. On aura 3 sessions interactives d'à peu près 1 heure chacune cet après-midi. On marquera des petites pauses techniques pour nettoyer les micros, etc. entre chacune de ces sessions. Et la première des sessions interactives de cet après-midi, en fait, est dans le droit fil de tout ce qu'on a pu se dire ce matin. Ce matin, on a vu tout ce qui changeait dans le guichet qu'on attend depuis un moment et tout ce qui allait changer, tout ce qui pouvait être dire sur ce qui allait changer dans ce guichet ouvert jusqu'à 500 kg, tout ce qui changeait dans les nouveaux appels d'offres autoconsommation et un petit peu au-delà. On était sur des discussions assez larges sur les questions d'autoconsommation et d'autoconsommation collective notamment. Et cet après-midi, on va entamer cette discussion, cette session avec Mohamed Lajibi et Rémi Bastien qui sont avec moi sur scène, justement pour voir ce qui, dans le cadre réglementaire, hors des mécanismes de soutien qu'on a évoqués ce matin, change positivement et donne un nouveau cadre réglementaire à l'autoconsommation collective. On a tous vu ces derniers mois qu'on est sur une matière en autoconsommation collective qui est très mouvante, dont les règles changent régulièrement pour s'ouvrir toujours un petit peu plus. On est parti du cheveu, là, on est allé un petit peu plus loin et on verra si on continue à ouvrir. En tout cas, la dynamique est là. Les chiffres d'Enedis hier ont été donnés. Avant même tout mécanisme de soutien, on est déjà à 66 opérations en service sur le territoire. D'ailleurs, je vous invite à regarder la répartition géographique de ces qu'on reverra, je pense, dans les slides tout à l'heure, qui est assez significative, notamment de la question en lien avec la question du soutien ou de l'absence de soutien. Il y a beaucoup de projets dans les Hauts-de-France, typiquement, qui ne sont pas les terres qu'on imaginerait le plus aisément accueillir de l'innovation solaire. Mais en tout cas, on se félicite de cette dynamique dans les Hauts-de-France. Et tout de suite, je vais donc laisser la parole à Mohamed et Rémi pour cette présentation sur les évolutions réglementaires, les évolutions positives de la réglementation en matière d'autoconsommation collective. Je pense que, voilà, Mohamed, vous avez la télécommande. Ah, elle est là. Voilà, je vous laisse dérouler la présentation. Très bien. Est-ce que vous m'entendez ? C'est tout bon. Donc effectivement, Mohamed Lajibi, chef de projet national autour du dispositif d'autoconsommation collective au sein de la direction clients et territoires d'Enedis. Très rapidement, pour vous dresser un petit peu le contexte dans lequel s'inscrit l'autoconsommation collective, savoir qu'aujourd'hui, on a affaire à de plus en plus de citoyens, de collectivités, de différents interlocuteurs qui sont en attente de beaucoup plus de pouvoir, de beaucoup plus de responsabilité vis-à-vis de leur consommation d'électricité. Et cela se retraduit autour de différents concepts, le consommer local, le développement d'ENR, la manière aussi de stimuler les circuits courts. Donc l'autoconsommation collective s'inscrit parfaitement dans ce registre-là. En face de cela, on a une législation, une réglementation qui se veulent volontaristes, donc ça soit au niveau européen avec le Clean Energy Package, mais aussi au niveau français avec la loi de transition énergétique, la loi énergie-climat et très récemment la loi climat et résilience qui a permis encore d'ouvrir le champ des possibles pour l'autoconsommation collective, et on y reviendra par la suite. Et à côté de cela, nous avons Enedis, en tant qu'entreprise avec une mission de service public, qui accompagne ce changement et qui a un axe fort autour justement de ces savoir-faire et de les mettre au service de la transition énergétique, à la fois pour les territoires et aussi pour tous les acteurs qui sont impliqués. Bonjour à tous. Pour me présenter rapidement, avant de repasser la parole à Mohamed, donc je suis Rémi Bastien, cofondateur d'Enogrid. Enogrid, on est une start-up fondée en 2018, spécialisée dans l'autoconsommation collective. On est aujourd'hui une équipe de 10 personnes, basée à la fois à Paris et à Grenoble. Rapidement, notre expérience, c'est à date 45 projets accompagnés un peu partout en France et 22 opérations en exploitation équipées avec notre plateforme de suivi et de gestion d'autoconsommation collective. Et c'est sur la base de cette expérience que je co-présente aujourd'hui cet atelier avec Mohamed. Juste petite précision, la carte, c'est bien la carte
des opérations accompagnées par Enogrid. Hein. Ce n'est pas Oui. celle qu'on a pu voir hier ou qu'on verra tout à l'heure de l'ensemble des opérations d'autoconsommation. Je me suis fait avoir en regardant les slides, donc je ne comprenais pas d'où sortaient les chiffres. Celle d'Enedis arrive juste après. Effectivement, ce sera l'occasion de la reparcourir. Donc très rapidement, autour des deux modèles de consommation, on en a parlé ce matin, mais une petite piqûre de rappel ne fait pas de mal. Retenir que l'article L315.2 du Code de l'énergie précise deux types de modèles d'autoconsommation collective. Le premier, au sein d'un même bâtiment, où on va avoir tous les sites de production et de consommation qui seront justement localisés au sein de ce bâtiment. Le réseau de distribution, on peut être à la fois sur de la HTA, sur de la moyenne tension et de la basse tension, et nous n'avons pas de limitation de puissance. On a aussi un autre modèle d'autoconsommation collective qui lui tourne plus autour d'un périmètre qui va être dit étendu, où là, pour le coup, on aura une distance, un périmètre géographique entre les différents participants. Pour le standard, 2 km maximum entre les participants les plus éloignés au sein de l'opération d'autoconsommation collective. Traditionnellement, et même on va dire historiquement, c'était sur le réseau basse tension, sans restriction de la filière et des installations de production. Maintenant, avec notamment la ratification de l'ordonnance du mois de mars au sein de la loi climat et résilience, on a l'ouverture à la HTA si toutes les installations de production au sein de l'opération sont bien d'origine renouvelable. Une limitation de puissance de l'ordre de 3 MW. À côté de ce périmètre standard, on a un périmètre dérogatoire où là, pour le coup, on pourra aller jusqu'à 20 km entre les participants les plus éloignés, sous justification et fourniture d'éléments relatifs notamment à l'isolement du projet, au caractère dispersé de son habitat et à sa faible densité de population. Donc bien retenir que ce périmètre étendu dérogatoire est à demander auprès du ministère de l'Énergie et une fois qu'il est validé, il pourra être en application pour l'opération en question. Sur le même modèle que le périmètre étendu standard, se rappeler que désormais, on est éligible à la moyenne tension, c'est la HTA, dès lors que toutes les installations de production sont d'origine renouvelable. Oui. Et ce point, effectivement, est fondamental, hein, parce qu'on est éligible à la HTA à la fois en production, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des outils de production qui vont être de plus grande capacité en termes de générateurs photovoltaïques, mais aussi en termes de consommateurs. Et donc, on avait des consommateurs en moyenne tension qui étaient exclus des périmètres d'autoconsommation collective, qui désormais les intègrent et vont participer aussi à la stabilité de l'opération, puisque par définition, s'ils sont en moyenne tension, c'est qu'ils sont fortement consommateurs, ou en tout cas assez fortement consommateurs pour avoir ces besoins de puissance. Oui, effectivement, c'était une attente notamment dans les zones industrielles où certains consommateurs attendaient cette évolution législative. Au niveau des acteurs de l'autoconsommation collective en France, un bref panorama. Donc effectivement, nous avons les participants à l'opération d'autoconsommation collective, donc à savoir les producteurs et consommateurs qui sont regroupés au sein de la personne morale organisatrice de l'opération. Nous avons les appuis de la personne morale organisatrice, donc de différents types, de type juridique, sur le montage notamment le montage juridique de la personne morale, de type opérationnel, donc de savoir comment va être gérée au fil de l'eau l'opération d'autoconsommation collective, et aussi au niveau d'études lorsqu'il s'agit de dimensionnement et de s'assurer à quel moment notamment l'opération sera rentable pour tel ou tel producteur. À côté de cela, nous avons les gestionnaires de réseau de distribution qui ont un rôle central au sein de ce dispositif d'autoconsommation collective. Donc forcément, vous avez Enedis, mais pas que. Vous avez aussi les entreprises locales de distribution réparties sur le territoire. Et enfin, les acteurs de marché, parce que l'autoconsommation collective, ce n'est pas un dispositif qui gravite tout seul. Il s'insère dans un écosystème du marché et du système électrique où on retrouve à la fois des acteurs comme les fournisseurs, les responsables d'équilibre et aussi les acheteurs de surplus dans le cas où on souhaiterait valoriser le surplus de production. Très rapidement, les chiffres d'autoconsommation collective à septembre 2021, donc même s'ils ont été rappelés hier. Donc aujourd'hui en France, on a 66 opérations actives. Donc, quand on dit active, c'est vraiment en service avec des échanges d'énergie qui ont lieu entre les différents participants, ce qui représente une logique un doublement justement du nombre d'opérations par rapport à fin 2020 où on était aux alentours de 40 opérations, donc avec notamment les évolutions législatives positives que nous avons eues très récemment. On table vraiment sur une fin d'année où on atteindra les 80 opérations, d'autant plus que nous avons 73 opérations d'autoconsommation collective qui sont dans les tuyaux et pour lesquelles on attendait notamment l'avènement de ces différents dispositifs
pour les lancer. Donc on peut voir aussi sur cette carte que les débats sont dominés notamment par la région Hauts-de-France, la région Occitanie et aussi la région Pays de la Loire avec un nombre de projets assez significatifs. Je réagis à une remarque sur le chat, effectivement, de Gervais Le Sage. J'ai dit un petit peu rapidement tout à l'heure que c'était 66 opérations sans soutien public. C'est vrai et faux. C'est 66 opérations sans soutien public national, sans cadre de soutien tel qu'on l'a évoqué ce matin. Oui. Ce qui ne veut pas dire, et c'est d'ailleurs ça se traduit dans les chiffres qu'on a sur la carte, qu'il n'y a pas du soutien public local ou de l'incitation locale par le biais d'appels d'offres, autoconsommation collective pas d'appel d'offres, d'appel à projet de la région ou de collectivités territoriales, de soutien de collectivités territoriales qui montrent cette dynamique. Si on a de la dynamique sur plusieurs régions, comme on le voit, c'est aussi parce qu'il y a de l'incitation localement à aller s'investir dans des collectivités des incitations des collectivités territoriales à aller s'investir dans les opérations d'autoconsommation collective. Et je rajouterai juste aussi, pour compléter cette slide, là on parle bien des opérations d'autoconsommation collective actives sur le réseau Enedis. Il faut rajouter à ça les quelques opérations qui ont déjà été mises en service sur d'autres réseaux. Je pense notamment au réseau Green-Alpes dans la région grenobloise et aussi sur le réseau de Strasbourg Électricité Réseau. Donc voilà, il y a quelques opérations en plus. Je crois qu'on doit être pas loin de 70 si on compte l'ensemble des gestionnaires de réseau de distribution. Une question un peu poil à gratter qui nous a été posée sur les questions. Cette carte qu'on connaît maintenant, puisqu'on l'a déjà vue hier, est-ce qu'il y a un code couleur autre que simplement symboliser les régions? Est-ce que... Pas du tout. Pas du tout. C'est juste pour distinguer les régions entre elles. Voilà. D'ailleurs, on peut voir que certaines régions ont des couleurs qui se ressemblent. Donc, c'est purement aléatoire. D'accord, c'est purement aléatoire. Voilà, on a la réponse à cette question qui nous taraudait depuis hier. Donc effectivement, comme le soulignait justement Rémi, il faudrait ajouter aussi les opérations sur les autres réseaux publics de distribution, où là, pour le coup, Enedis, on n'a pas accès à ces opérations-là. Il faudrait avoir un représentant de la direction, de la DGEC, qui aurait justement l'exhaustivité de toutes les opérations sur le périmètre français. Donc là, on est vraiment circonscrit au périmètre qui est géré par Enedis. Donc sur nos opérations, on a plus de 800 participants, quasiment 700 consommateurs, plus de 200 producteurs. Au niveau des consommateurs, principalement des petits professionnels et des résidentiels. Et au niveau de la production, en grande majorité, de la production avec injection en surplus. Donc très peu de producteurs qui injectent en totalité, pour ce qui va représenter à peu près 4 MVA, justement, de capacité totale de production. Donc maintenant, ce qui nous amène aujourd'hui dans cette session, c'est de parler justement des actualités réglementaires et législatives autour de l'autoconsommation collective. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu pas mal d'évolutions au cours des dernières années en faveur justement d'un plus large développement de l'autoconsommation collective. Donc ça a commencé assez rapidement avec la loi de transition énergétique en 2015, où on a commencé à mentionner l'autoconsommation collective. On a ensuite avancé avec des ordonnances pour vraiment définir et encadrer un peu plus cette notion d'autoconsommation collective, notamment en 2016. On est allé plus loin en 2017 et en 2019, notamment avec la loi énergie-climat, où on a étendu un peu plus le périmètre d'une opération d'autoconsommation collective qui était vraiment au préalable une notion purement technique, réseau, derrière un même poste de distribution, où désormais on a introduit un périmètre géographique. Et ça s'est matérialisé par 2 arrêtés qui ont permis à la fois de fixer et d'élargir ce périmètre géographique. Donc le 21 novembre 2019 avec le premier arrêté qui fixe à 2 km la distance maximale entre les participants les plus éloignés. Et le 14 octobre 2020 qui fixe en mode rural et sous dérogation du ministère de l'Énergie le critère de proximité qui peut monter jusqu'à 20 km entre les participants les plus éloignés. En 2021, une actualité très riche sur laquelle on va revenir, avec notamment l'ouverture à la moyenne tension pour les opérations avec des moyens de production d'énergie renouvelable, un décret autour des opérations d'autoconsommation collective avec des organismes d'habitation à loyer modéré, et ce qu'on attend très, très bientôt, ce qui est déjà le cas pour les appels d'offres créés, l'éligibilité de l'autoconsommation collective à ces nouveaux appels d'offres créés, complément de rémunération. Et pour l'arrêté tarifaire S21,
On attend notamment incessamment sous peu les précisions qui seront apportées et qui permettront d'y voir plus clair sur les tarifs qui seront appliqués. Donc vraiment retenir que beaucoup d'actualités réglementaires, beaucoup de modifications et de nouveautés qui vont normalement concourir à une plus large compétitivité des installations de production et notamment pour les producteurs. Maintenant, on souhaitait faire 4 focus, notamment sur l'année 2021, autour de ces nouveautés réglementaires. Donc la première, c'est celle qui va être, c'est finalement une ordonnance qui a été publiée le 3 mars 2021 et qui portait transposition de 2 directives européennes. Une ordonnance qui a été ratifiée par la loi Climat et Résilience qui est parue au journal officiel le 21 août 2020. Retenir très rapidement que, on l'a déjà répété, mais c'est toujours bien de le repréciser, que les opérations d'autoconsommation collective sont désormais ouvertes à la moyenne tension, sous réserve que l'ensemble des installations de production soient bien d'origine renouvelable. Donc ça, c'est vraiment un prérequis fondamental à rappeler. Et le deuxième point autour des communautés d'énergie, qu'elles soient renouvelables ou citoyennes, c'est le fait que ces communautés peuvent être personnes morales organisatrices d'opérations d'autoconsommation collective. Et le dernier point, qui n'est pas des moindres et qui renforce notamment l'attrait du dispositif d'autoconsommation collective, c'est le fait que finalement cette loi climat et résilience, et finalement aussi l'ordonnance du Clean Energy Package, consacre le dispositif de consommation collective comme le mécanisme de référence dès lors que l'on souhaite faire du partage d'énergie au sein d'une communauté. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fort. Quand on souhaitera faire un partage d'énergie au sein d'une communauté, on devra passer par notamment les dispositions du Code de l'énergie et l'autoconsommation collective. Le deuxième point sur lequel Rémi reviendra plus en détail, c'est celui autour des modalités pour les organismes d'habitation à loyer modéré. On sait maintenant que, enfin, c'est inscrit que la personne morale organisatrice peut être ce bailleur HLM. Qu'on va avoir des informations, des modalités d'information assez spécifiques pour le lancement de ce genre d'opération. Et finalement, on a plus de précisions qui sont apportées pour permettre à la fois aux bailleurs et aussi aux locataires d'y voir plus clair et de mieux prendre en main les modalités spécifiques pour une opération d'autoconsommation collective. Pour rentrer un peu plus dans le détail, dans ce qu'apporte cet amendement, ce décret d'application pour l'autoconsommation collective en logement social. Donc pour ceux qui sont intéressés à le retrouver, c'est le décret du 5 juillet 2021, le décret numéro 895. Donc le fait que le bailleur social puisse être PMO quand il fait de l'autoconsommation collective avec ses locataires n'est pas forcément nouveau, c'est le cas depuis novembre 2019. Par contre, ce qui manquait toujours et ce qu'on attendait avec impatience, c'était le décret d'application pour les modalités qui expliquait aux bailleurs comment on intégrait concrètement des locataires dans une opération d'autoconsommation collective. Donc grâce à ce décret, chaque bailleur a un mode d'emploi qui lui dit comment on lance un projet. Donc il faut faire une réunion spécifique, il faut un document d'information qui soit en affichage et donné individuellement à chaque futur participant de l'opération. On a les modalités pour le refus de participation, combien de temps, sous quelle forme et sous quel délai doivent être ce refus, la possibilité de réintégrer les locataires même s'ils ont refusé dans un premier temps. Et ensuite les évolutions de l'opération, comment ça se passe quand on a un roulement des locataires, comment ça se passe quand c'est des nouveaux locataires avec un nouveau bail, la mise à jour des informations qu'on a données dès le départ, si par exemple un projet change de coefficient de répartition ou change de périmètre, le document d'information qu'on avait donné au lancement du projet devient caduc, il faut donc le remettre à jour. Voilà. C'est vraiment un mode d'emploi hyper spécifique et très détaillé que chaque bailleur peut maintenant utiliser pour lancer sereinement ses projets d'autoconsommation collective avec ses locataires sans se poser 36 000 questions sur le comment et le quand et quoi. Donc je vous ai aussi mis un petit rappel de généralement comment se passe une opération d'autoconsommation collective en logement social. Je mets bien généralement entre guillemets parce que faire des généralités en autoconsommation collective c'est toujours un petit peu risqué.
mais de ce qu'on voit souvent, en tout cas, on a le producteur qui est l'organisme HLM qui va installer des panneaux solaires, par exemple, sur le toit d'une résidence. On va faire de l'autoconsommation individuelle ou collective sur les parties communes, mais, et c'est là que ça devient intéressant, on va également pouvoir faire de l'autoconsommation collective avec les parties privatives et donc aller directement réduire la facture des locataires. Dans ce cadre-là, l'exception réglementaire qu'on a pour les organismes HLM, c'est qu'ils peuvent être directement PMO et gérer l'opération avec Enedis. Une chose qu'on a oublié de mettre sur cette présentation que Justine a précisé hier, qu'on pourra peut-être rajouter par la suite, il y avait aussi le cas où un bailleur social voudrait faire une opération d'autoconsommation collective, pas seulement avec ses locataires, mais également en lien avec d'autres acteurs comme une collectivité ou comme des logements privés par exemple. Il y a la dernière loi climat et résilience précise également que dans ce cas-là, même pour une opération mixte, du moment qu'un organisme HLM est dans cette opération, il peut jouer le rôle de PMO, même pour des tiers, pas seulement pour ses locataires. Donc ça posera peut-être d'autres sujets en termes de gouvernance, voilà, mais en tout cas, ça permet un peu de libérer ce qu'on appelle, nous, ces opérations mixtes qui étaient un petit peu bloquées et qu'on était un petit peu obligé de travailler en silo, d'un côté avec la collectivité et d'un autre côté avec les bailleurs sociaux. Là, on pourra avoir des opérations, voilà, par exemple dans des écoquartiers ou des choses comme ça, qui sont un peu plus hétérogènes. À la différence près que l'autoconsommateur extérieur qui n'a pas de lien direct ou de contrat avec le bailleur social, lui sera dans une relation d'égal à égal d'association et donc ne s'appliquera pas le décret de la même manière à ces autoconsommateurs associés, on va dire, collectifs, que vis-à-vis de ces locataires qui seront soit le magasin de pieds d'immeuble qu'on voit dans l'exemple ou les locataires des logements. Oui, bien sûr, le décret d'application, c'est bien pour encadrer la relation entre le bailleur et ses locataires. S'il y a des tiers qui rentrent dans l'opération, bien sûr, ce décret d'application ne s'applique pas. Ces tiers sont considérés d'égal à égal, entre guillemets, comme des personnes étant tout à fait libres de rentrer et de sortir comme ils veulent de cette opération. Le troisième zoom qu'on souhaitait faire, c'était celui autour des dispositifs de soutien qu'on a largement abordé ce matin. Donc le premier, avec l'appel d'offres portant sur la réalisation et l'exploitation des installations de production à partir d'énergies renouvelables en autoconsommation, autrement dit les appels d'offres créés, qui sont sortis le 30 juillet 2021. En synthèse, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été partagées ce matin, se rappeler que c'est la production en surplus qui va faire l'objet du complément de rémunération, que la production autoconsommée va faire à la fois l'objet de compensation de taxes, donc de CSPE, de TICFE, et aussi de compensation de TURP, avec, on peut toujours y revoir certains aspects, notamment sur la sélection de la HTA ou de la BT, mais en tout cas sur la base d'un niveau forfaitaire de TURP HTA élu. Et finalement, du fait de ces compensations, alors il y a une petite erreur dans le slide, le producteur il sera en capacité non pas de relever, mais surtout de réduire son prix de vente afin de rester compétitif. Parce que l'objectif pour lui, c'est de rentrer dans son modèle économique et d'être rentable le plus rapidement possible. Et le fait de bénéficier de ces aides-là, ça va concourir à ce qu'il propose un prix auprès de ces différents consommateurs au sein de l'opération d'autoconsommation collective qui soit plus avantageux et plus en phase avec ce qui peut se faire notamment sur le marché. Oui, et aussi, dans le cadre de la compétition, qui est l'appel d'offres, un PPE2, d'être mis à équivalence ou à égalité, ou en tout cas sur un seuil de notation qui permette de juger de ce qu'est le coût du kilowattheure autoconsommation individuelle versus ce qui est le coût du kilowattheure autoconsommation collective hors taxe. Et c'est là-dessus que va se faire la notation, en fait, c'est sur ce hors taxe, puisque TURP et TICFE, etc. seront compensés derrière. C'est là-dessus que se fera la notation du projet, indépendamment de savoir s'il sera ou pas taxé derrière, grevé de TURP parce qu'il empruntera le réseau public ou qu'il est en individuel, parce qu'on
il y a nécessairement un déséquilibre du coup en faveur de l'autoconsommation individuelle qui était introduite. Donc, même si on pouvait avoir des consommateurs associés dans les appels d'offres précédents, autoconsommation, on pouvait avoir des consommateurs associés. De fait, comme on ne compensait pas cette part de TURP et cette part de TICFE, on se retrouvait avec des projets qui étaient pas sur le même pied d'égalité de jugement au moment de la notation de l'appel d'offres, puisque c'est effectivement une compétition entre guillemets entre les porteurs de projets. Oui, effectivement. Et finalement, l'arrêté tarifaire S21, donc, qui arrivera très bientôt si on en croit les dires qui ont été partagés ce matin, se rappeler finalement qu'on va avoir le relèvement du seuil à 500 kW, donc, et qui va intégrer les producteurs ACC. Se dire aussi que c'est simplement le surplus qui sera éligible à l'obligation d'achat. Donc, vous me direz, c'est logique parce que le reste sera partagé au sein de l'opération d'autoconsommation collective, mais ça fait pas de mal de le rappeler. Et le dernier point, ce qui est sûr, c'est que les nouvelles installations qui seront mises en service pourront bénéficier de ce tarif d'achat S21 en obligation d'achat. Mais par contre, pour les installations qui sont déjà en service et qui bénéficient d'autres tarifs d'achat, là, il reste encore une zone à confirmer que ce matin, notre collègue de la DGEC a pris le point de faire, c'est de s'assurer qu'eux aussi pourront faire partie d'opérations d'autoconsommation collective tout en bénéficiant de leur ancien tarif d'obligation d'achat. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que lorsqu'on est en obligation d'achat, on fait sciemment le choix entre l'ACI, l'autoconsommation individuelle, et l'autoconsommation collective. Donc là, demain, lorsqu'on sera en obligation d'achat, si c'est rendu possible par l'arrêté tarifaire, on pourra disposer de son ancien tarif et aussi faire partie d'une opération d'autoconsommation collective. Oui. Alors, j'ai déjà deux petites questions qui ont été posées via le live YouTube. La première, c'est, mais je crois que c'est une question qui a déjà été posée ce matin sur les questions de dispositifs de soutien. Est-ce qu'on peut agréger deux projets de 300 kg, par exemple, pour aller candidater à l'appel d'offres sous forme de grappe de projet plutôt que de les porter individuellement chacun au guichet? Alors, parfois, ça pourrait ne pas être possible si c'est des projets au sol, typiquement. On aurait intérêt à pouvoir aller porter une grappe de projet, mais voilà, la question nous est posée. Et une deuxième question qui revient sur la slide précédente sur le décret lié aux organismes d'habitation loyer modéré. La question, c'est pour les commerces en pied d'immeuble qu'on avait sur le petit croquis. On voit le store, on imagine le commerce. Quel régime s'applique dans les relations avec ce commerçant qui est en pied d'immeuble, qui est locataire de fait de l'organisme HLM et qui n'est pas locataire du logement? Est-ce que les relations sont les mêmes que pour les locataires de logement ou est-ce qu'il y a un régime spécifique qui s'y applique? Alors, peut-être sur... Et si on n'a pas la réponse, on répondra par écrit par la suite sur le compte-rendu de la réunion. Peut-être juste sur la question du dispositif de soutien et sur la grappe finalement pour candidater aux appels d'offres. Enfin, la lecture ce matin qui a été apportée complémentaire par Rémi est aussi à confirmer, mais je pense qu'à partir du moment où on est une unique personne morale, une unique entité, on serait susceptible de contribuer et de participer à cet appel d'offres. Maintenant, c'est une lecture personnelle. Il faut se le faire confirmer par les acteurs qui iront candidater à ces appels d'offres et ça sera confirmé, je pense, par d'autres instances. Oui, j'en profite. Du coup, les appels d'offres arrivent à l'automne. Donc, il y a comme toujours traditionnellement la possibilité de poser des questions à l'écrit à la DGEC. Oui. La réponse est sur la page officielle de la Creux. Donc, voilà. Si ça n'a pas été fait encore par certains, j'imagine que certains l'ont fait. N'hésitez pas. Nous, on ira aussi se faire confirmer les choses, mais il faudra effectivement que le cadre soit clair. Et puis, suite à l'atelier de ce matin, je crois que la plateforme verte a pris le point et va étudier et clarifier ça pour nous. Après, pour les commerces en pied d'immeuble, j'avoue que pour une question de simplification, aujourd'hui, il n'y avait pas de... Enfin, en tout cas, moi, opérationnellement, je n'avais pas vu de différenciation entre les locataires résidentiels et les locataires commerciaux. Ils ont un bail avec un bailleur et on ne s'est pas encore amusé à faire une différence là-dedans. Et je pense que tant que rien ne nous y oblige, le bailleur n'a absolument pas intérêt à faire une différence. Non, tout à fait. Puis je rappelle que le décret, finalement, fixe les règles, mais est assez souple, que ce soit sur les conditions d'entrée, de sortie, de retour dans l'opération pour les locataires, qui soient, pour le coup, effectivement, locataires commerçants du pied d'immeuble ou de bureaux ou habitants résidentiels. Très bien.
J'ai une question un peu philosophique du coup de Claude Sédou. Si on considère une opération d'autoconsommation collective, finalement, on peut considérer qu'une PMO produit pour elle-même. Elle produit pour ses membres, donc elle produit pour elle-même. La question du coup, c'est comment se fait-il que cette opération soit soumise aux mêmes taxes que pour une vente à un tiers? Alors, plusieurs éléments de réponse. Déjà, faut bien faire le distinguo entre le rôle de PMO et de producteur. Il y a souvent un amalgame qui est fait et qui engendre des erreurs d'interprétation. La PMO rassemble en son sein producteurs et consommateurs. Donc c'est pas la PMO qui produit pour elle-même, c'est le producteur qui se rassemble au sein d'une PMO pour partager son électricité avec des producteurs. C'est vraiment important, même en termes après de facturation ou autre, c'est vraiment important de dire, ce n'est jamais la PMO qui produit, c'est le producteur qui produit. Après, cette entité producteur, selon sa structure, elle peut également jouer le rôle de PMO, mais c'est pas obligatoire. Et on a également des structures PMO où on va avoir qui va agréger plusieurs producteurs. Donc il faut vraiment faire le distinguo. Et ensuite, je ne me souviens plus du reste de la question. Du coup, la question c'était pourquoi est-ce que on applique les mêmes taxes à cette PMO, mais qui ne produit pas pour elle-même finalement, dans la démonstration qui vient d'être faite, mais pourquoi est-ce qu'on lui appliquerait les mêmes taxes que pour de la vente à un tiers ou du PPA ou voilà, Alors c'est vrai que au niveau des taxes, ça dépend des typologies de projets. Moi, je m'interroge toujours à titre personnel quand on est dans une opération qu'on appelle patrimoniale, c'est-à-dire une collectivité qui va faire de l'autoconsommation collective sur différents de ses bâtiments publics. Pourquoi il y a des taxes qui s'appliquent quand moi, mairie, je produis sur mon centre technique et que j'autoconsomme sur ma bibliothèque. Voilà, sachant qu'il n'y a qu'un seul acteur, à ce moment-là, on peut s'interroger là-dessus. Et sachant que par ailleurs, du point de vue du Trésor public, la DG Trésor, c'est un seul et même contribuable. Voilà. Propriétaire de plusieurs bâtiments, mais c'est un seul et même contribuable. Donc ça accentue la question, pour le coup, si on est sur une opération où c'est un seul producteur pour son propre compte sur plusieurs bâtiments et plusieurs lieux de consommation. C'est ça, mais en fait, il faut bien savoir dans quelle typologie d'opération d'autoconsommation collective on se trouve quand on se pose cette question. Est-ce qu'on a différentes entités qui s'échangent ou qui se vendent de l'énergie, ou est-ce que c'est une seule et même entité qui se partage de l'énergie sur plusieurs de ces bâtiments? Voilà. Après, on a le droit de péage d'utilisation du réseau qui est le TURP, qui en autoconsommation collective nous permet d'aller d'un point A à un point B, ce qui est logique. Après, on peut parler du niveau de rémunération de ce droit de péage. Et après, au niveau des taxes, c'est vrai qu'on attend encore pas mal de clarifications sur ce sujet. Et il y a une vraie question qui se pose sur notamment aussi l'égalité qu'on peut avoir entre autoconsommation individuelle où on est exonéré, mais pas autoconsommation collective. Pas mal de choses qui restent en suspens et qu'on espère qui vont s'améliorer dans les mois ou années à venir. Tout à fait. Je propose, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. J'en vois pas. On va poursuivre du coup. Si, une question là-bas. Pardon. Bonjour à tous. Moi, j'ai pas très bien compris le point sur les contrats S17 déjà signés qui pouvaient faire l'objet d'un transfert et être éligibles à l'autoconsommation collective. Est-ce qu'on parle des installations S17 qui sont du coup en vente en surplus et qui pouvaient que faire de l'individuel et qui demain pourront intégrer du collectif? C'est ça le point ou il y a autre chose? Oui, c'est ça le point, notamment. C'est-à-dire que demain, avec le S21, vous pourrez faire de l'autoconsommation individuelle. Votre surplus, vous allez valoriser une partie en autoconsommation collective avec des bâtiments voisins. Et ce surplus ultime d'autoconsommation collective, il pourra être valorisé en obligation d'achat. De là, on peut s'interroger sur est-ce qu'un même autoconsommateur individuel avec du surplus, avec un contrat S17, qu'est-ce qui l'empêche de partager de l'électricité avec ses voisins, ce qui fait qu'il conserve son même contrat S17, c'est juste qu'il va faire moins de factures à EDF-OA, parce qu'une majeure partie de son surplus sera autoconsommée collectivement et pas valorisée en tant que surplus ultime. Oui, et puis au-delà de ça, je crois qu'il y avait deux choses dans la discussion de ce matin. Il y avait la question de passer de vente totale à autoconsommation individuelle, et ensuite la question éventuellement d'avoir une part de surplus ou de la vente totale qui serait mise dans une opération collective. Voilà, c'est deux choses complémentaires. C'est pas différent, mais c'est différent et complémentaire, et c'est pas forcément le même mécanisme de savoir si on fait des allers-retours entre vente totale et
et vente de surplus, et auquel cas, quid de la prime, du tarif applicable, etc. Et après, la question dans le surplus éventuel de l'affectation à l'opération collective dans le périmètre de l'outil de production. Et peut-être juste pour compléter ce qui a été dit auparavant, enfin, on a conscience que le mécanisme dans sa configuration actuelle ne va peut-être pas convenir à l'ensemble. On trouvera toujours à redire, notamment sur le fait où dans les configurations, on a des opérations, comme a dit Rémi, patrimoniales, où on a tous les sites qui appartiennent à une même entité. Mais je pense qu'il faut surtout voir l'ensemble des dispositifs qui ont été mis en œuvre comme un premier pas vers déjà un accompagnement. Enfin, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y avait pas d'obligation d'achat, il n'y avait pas d'appel d'offres qui était éligible pour l'autoconsommation collective, et que là, on commence vraiment à l'ouvrir et à tenter en tout cas de la rendre compétitive, cette autoconsommation collective. Donc la DGEC d'ailleurs l'a confirmé, rien n'interdit à ce que cette législation évolue et qu'elle aille plus vers plus de facilité pour l'ensemble des acteurs, y compris au niveau fiscal. D'ailleurs, à ce sujet, il y a une question qui nous est arrivée en ligne, qui est votre opinion. Elle est libre, évidemment. Vous êtes libre de ne pas en avoir aussi. Sur cette différence, ce déséquilibre apparent, c'est comme ça que c'est formulé, qui peut exister entre le dispositif d'obligation d'achat via le futur S21 et ce qu'on en a entendu ce matin, à savoir une seule valorisation du surplus, voire du surplus de surplus si on est sur une opération collective. Et le dispositif qui est prévu dans le cadre des appels d'offres PPE2, qui lui est connu et publié, qui du coup prévoit une compensation de taxes et TURP et une prime pour cette autoconsommation. Voilà. Et donc ce déséquilibre apparent entre la manière dont on va valoriser en autoconsommation collective les moins de 500 kg via le guichet, ce qui a donné lieu, je crois, au fait qu'Alexandre Baille ce matin et Sylvie Perrin demandaient éventuellement que soit réintroduite la possibilité pour les projets de 100 à 500 kg en autoconsommation collective d'avoir accès aux conditions à eau. Voilà. Donc la question qui nous est posée là, c'est quelle est votre opinion sur ce point ? Si vous en avez une et que vous souhaitez la partager. Peut-être, moi, l'opinion, finalement, je viens juste de la partager juste avant. Enfin, nous, à Enedis, on est dans une position finalement assez neutre. On est une entreprise de service public, donc on œuvre pour faciliter l'autoconsommation collective, mais tout ce qui touche à la fiscalité ou à la tarification ou même à la rentabilité des projets, ce n'est pas à Enedis de se positionner dessus. Mais par contre, ce que je peux dire et ce sur quoi ce qu'on constate, c'est que d'un point de vue fiscal, il y a des premières étapes qui sont enclenchées. Et aussi d'un point de vue tarification, peut-être c'est une question qui allait venir encore, parce qu'on a l'habitude d'avoir des questions autour du TURP. De la même manière, on a conscience qu'il n'est pas parfait pour l'ensemble des participants. Déjà, il y a une méconnaissance sur les conditions d'éligibilité à ce TURP pour les opérations d'autoconsommation collective. Mais de la même manière, la Commission de régulation de l'énergie n'est pas fermée à l'idée de faire évoluer ce tarif, enfin ce TURP. Et de la même manière, il faut plutôt l'envisager comme des aides qui pourraient être évolutives, une tarification qui pourrait être évolutive et qui irait à terme vers plus de facilité pour les acteurs. Mais je ne pense pas qu'il faille rester justement dans une logique très fermée sur vu que ça ne marche pas, j'y vais pas. C'est se dire on est en train d'évoluer, le mécanisme a aujourd'hui 3 ans. Pendant assez longtemps, il était uniquement à titre expérimental. Ça aussi, il faut le rappeler. Maintenant, il est clairement inscrit en dur dans le Code de l'énergie comme un dispositif et même comme les mécanismes de référence pour le partage d'énergie au sein des communautés d'énergie renouvelables ou citoyennes. Donc on avance et il faut se dire qu'on avance vraiment dans le bon sens. Ça me fait du coup relayer la question d'Alexandre Pauvert, notre collègue du CD2E dans les Hauts-de-France. Vous disiez que l'autoconsommation collective, c'est du coup le maître étalon du partage d'électrons au sein d'une communauté. La question, alors je pense qu'on n'a pas de réponse ferme et définitive à y apporter aujourd'hui, en tout cas moi je n'en ai pas, c'est y a-t-il un intérêt à créer une communauté énergétique par rapport à une opération d'autoconsommation classique ? Aujourd'hui, moi j'en vois pas. Quand on voit En fait, si c'est juste pour faire de l'autoconsommation collective, dans l'état actuel de nos connaissances des textes en attente du décret d'application, je pense qu'on rentre plus dans une complexité de mise en place de cette communauté et de sa gouvernance, alors que faire uniquement de l'autoconsommation collective pour une opération mixte, une opération ouverte, on a déjà des modèles de PMO qui ont été expérimentés, on a déjà des choses qui marchent et des modèles réplicables.
Voilà, ce que j'aurais tendance à dire un porteur de projet, c'est plutôt ça. Derrière, si cette communauté a d'autres ambitions que faire de l'autoconsommation collective et intervenir sur d'autres typologies de projets, la communauté d'énergie donne cet accès-là et peut être intéressante. Encore une fois, il faudra attendre le décret d'application. Très bien. Du coup, petit rappel de Michel Lamotte qui nous suit attentivement également. Le P de PMO, c'est pas producteur, hein, c'est personne morale organisatrice. Ouais, hyper important. Ouais, très bien. Enfin, effectivement, pour abonder dans le sens de Rémi, aujourd'hui, les communautés d'énergie renouvelable, bien les communautés énergétiques citoyennes, elles ont un cadre qui est défini via la transposition des 2 directives européennes. Ce sont des définitions assez générales. On sait que l'autoconsommation collective est le mécanisme de partage au sein de ces entités-là. Mais on sait par contre qu'elles pourront faire plus que l'autoconsommation collective. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que si vous regardez en fait la définition qu'on donne au niveau français de ces communautés d'énergie renouvelable, on se rendra compte qu'elle est clairement établie. Hein. Elle peut faire de la production, du stockage, elle peut même faire de la fourniture. Donc ça, c'est quelque chose qui est très novateur parce que normalement, c'était des activités qui étaient dédiées aux pure players du système électrique. Donc vraiment, la communauté pourra faire plus, y compris le partage d'énergie. Et en fait, il faut analyser ça au spectre de ce qui peut se passer dans d'autres pays européens, où lorsqu'on parle de communauté d'énergie renouvelable, assez souvent, on assimile ça à l'autoconsommation collective en périmètre étendu. Donc à partir du moment où on n'est pas derrière un même bâtiment. Donc ça, c'est vraiment une chose qui est importante à noter et qui montre aussi qu'au niveau français, on est quand même pas mal avancé sur ces concepts de communauté dès lors qu'ils impactent des sites consommateurs et producteurs qui sont situés dans un périmètre géographique et non pas derrière un même bâtiment. Oui, tout à fait. La communauté, elle est là pour agir dans le cadre du droit de l'énergie qui est applicable, donc peut monter et être PMO, ça a été rappelé dans une des slides précédentes, d'une opération d'autoconsommation collective. Maintenant, elle a effectivement, comme ça nous est aussi rappelé en ligne, un spectre beaucoup plus large, et notamment sur les questions de chaleur, sur les questions d'IRVE. Après, elle a des contraintes qui sont autres, que rappelait Rémi à l'instant, sur la gouvernance, etc. Et on est encore en attente de textes d'application aussi. Donc voilà, pour répondre à la question initiale qui était est-ce que ça a un intérêt aujourd'hui, il faudra attendre d'aller au bout de la démarche réglementaire et rendez-vous vraisemblablement l'année prochaine à l'université 2022 avec un cadre des communautés stabilisées où on saura vraiment ce qu'on peut en faire dans le cadre de l'autoconsommation en tout cas. Je vous laisse poursuivre du coup la présentation. Ça marche. Donc maintenant qu'on a vu un peu toutes les évolutions qu'il y a eu ces derniers temps, on a essayé de vous lister un petit peu les perspectives qu'on pouvait en tirer et les perspectives positives, qui plus est. Donc comme on l'a dit, avec l'ouverture à la HTA, ça va être de plus grandes opérations qui vont pouvoir se faire, avec l'intégration plus seulement du réseau basse tension, mais de l'ensemble du réseau de distribution. Plus grand, les mécanismes de soutien. Je ne reviens pas dessus en détail, on en a beaucoup parlé. Bien sûr, ils ne sont pas parfaits à tous les niveaux, mais comme l'a dit la DGEC, je pense qu'il faut déjà saisir les opportunités qui s'offrent à nous. Et sachant qu'avant, il n'y en avait pas, la situation ne fait que s'améliorer dans tous les cas. Donc on peut envisager une meilleure rentabilité de la part pour les producteurs et donc des modèles économiques qui vont être un petit peu plus simples à trouver pour les opérations d'autoconsommation collective. On a remarqué, nous, depuis le départ aussi, une simplification de la mise en œuvre des opérations d'autoconsommation collective. C'est vrai pour les bailleurs, on l'a expliqué avant, qui ont une grande simplicité maintenant de mise en œuvre. Après, il y a aussi, alors c'est pas en lien avec les dernières évolutions réglementaires, mais avec maintenant ce retour d'expérience qu'on a depuis 3 ans sur l'autoconsommation collective, les 70 opérations qui se sont lancées, on a un retour d'expérience de la part de l'écosystème, que ce soit de la part d'Enedis dans les régions, de la part des bureaux d'études, des installateurs. Voilà, il y a vraiment une connaissance et une maîtrise maintenant de cet écosystème de l'autoconsommation collective qui rend beaucoup plus simple le démarrage des opérations et on n'est plus à se faire des nœuds au cerveau comme on pouvait se le faire au départ en se demandant qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on ne pouvait pas faire juridiquement, économiquement, techniquement, etc. Oui, et le game changer aussi dans l'histoire, de mon point de vue, c'est la simplification du périmètre. On n'était plus obligé d'aller toquer à la porte des voisins pour leur demander s'ils voulaient participer dans un premier lieu, puis aller demander à Enedis s'ils avaient droit ou pas de participer. Maintenant, voilà, on a ce périmètre qui est un périmètre géographique qui a une maille entendable du commun des mortels. Ouais. Et on peut facilement dessiner
dessiner le périmètre de l'opération d'autoconsommation collective, c'est quand même une grande simplification. Oui, tout à fait. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est que le marché et les porteurs de projets intègrent un peu tous ces nouveaux changements et aient bien en tête les cartes qu'ils ont en main pour pouvoir développer leurs opérations. Et ensuite, avec le tarif S21, ce qu'on voit, et Mohamed en a parlé, c'est la compatibilité encore plus grande entre autoconsommation individuelle et autoconsommation collective. Aujourd'hui, quand on démarrait un projet d'autoconsommation, le producteur avait un choix à faire, un choix déterminant dès le départ de son projet. Est-ce que je fais de l'autoconsommation individuelle et que je pars avec 20 ans avec EDFOA sur l'obligation d'achat, ou est-ce que je fais de l'autoconsommation collective ? Ce qui mettait des énormes contraintes aussi, parce qu'il fallait tout monter à la fois. Il fallait monter l'installation, la production, le financement, le raccordement. Et en face de ça, il fallait faire la PMO, le recrutement, les contrats de vente, etc. Alors que maintenant, on va pouvoir un petit peu soulager la pression de ça. D'abord, le producteur pourra commencer tout à fait simplement en autoconsommation individuelle avec revente de surplus. Et si l'idée le vient ou si l'envie lui vient, d'organiser petit à petit une opération d'autoconsommation collective avec ses voisins en se disant maintenant, sans changer mon contrat d'obligation d'achat, j'ai la possibilité d'aller valoriser une partie de mon surplus avec mes voisins. Donc ça va vraiment être un gros changement et aussi une différence quand on démarre les projets côté producteur. De ne plus être bloqué dans un même projet, et ce qui aussi côté financement donnera beaucoup plus de garanties quand on sait que même si on ne trouve pas d'autoconsommateur collectif, on aura toujours un tarif d'obligation d'achat sur 20 ans. Ouais, tout à fait. Sylvie Perrin le rappelait ce matin, cette importance aussi du label ou de la garantie des FOA État derrière au niveau du financement et de l'accès aux conditions de financement. Et c'est vrai qu'en autoconsommation collective, alors certes, on était sur beaucoup d'opérations avec des collectivités territoriales, donc qui crédibilisent le projet, mais sinon, on est sur des opérations qui s'apparentent en termes de financement, plus à du PPA, et donc de l'initiative purement privée, même avec éventuellement des subventions locales, que à de la vente en complément de rémunération ou en obligation d'achat, telle qu'on peut la connaître par ailleurs sur le PV. Donc en conclusion, bien sûr, on pourra encore améliorer pas mal de choses sur le cadre et pas mal de mécanismes de soutien. Il y a quelques effets de seuil et quelques petites choses qui mériteraient d'être discutées. Et ce qui est bien de savoir, c'est que la discussion est ouverte, que ce soit sur le tarif S21 ou sur l'appel d'offres creux. Tout n'est pas gravé dans le marbre encore. Comme la DGEC l'a dit, il y a des petits ajustements qui vont pouvoir se faire en fonction du marché, en fonction de l'évolution et de pas mal de choses. Mais clairement, aujourd'hui, pour une entreprise comme Enogrid, qui travaillons à 100% sur l'autoconsommation collective, on est plus que content de voir ces évolutions et de voir les projets qui vont pouvoir arriver. Après, est-ce qu'on est dans un monde parfait pour l'autoconsommation collective ? Non, mais quand on voit de où on a démarré en 2017-2018, il y a quand même des énormes pas qui ont été faits, et pour moi, ça va permettre vraiment une grande accélération des projets d'autoconsommation collective. Oui, tout à fait. Et je rappelle les chiffres aussi qui étaient donnés ce matin en termes d'objectifs PPE. Alors, on est en retard sur certains, mais pas sur l'autoconsommation collective, où avait été donné comme objectif à 2023 50 opérations. Donc la DGEC était relativement, enfin en tout cas les ministères qui ont établi la PPE étaient relativement pessimistes ou pas très ambitieux. Voilà, c'est beaucoup plus positif dit comme ça, pas très ambitieux sur l'autoconsommation collective. On a déjà dépassé cet objectif. Nous, on avait à l'époque dit que ce serait sans doute beaucoup plus, sous réserve qu'il y ait des incitations. Il n'y a pas eu d'incitation sur ces 66 au niveau national. Voilà, au niveau national, on a quand même dépassé l'objectif. Donc voilà, je vous propose de terminer, puis on prendra quelques questions dans la salle s'il y en a, ou en ligne s'il y en a également. N'hésitez pas à les poser. Je voulais terminer parce qu'on a commencé un peu à parler du lien entre autoconsommation collective et communauté énergétique. Donc je voulais faire aussi une petite piqûre de rappel et aussi expliquer dans quelle mesure, qu'est-ce qu'on veut dire par le fait qu'une communauté énergétique, c'est pas seulement l'autoconsommation collective. Donc pour rappel, il y en a deux types. Une seule, ce serait trop simple. Sinon, il y a communauté énergétique citoyenne et communauté énergétique renouvelable.
donc CEC et CER. Le socle commun, c'est que ce sont des personnes morales qui reposent sur une participation ouverte et volontaire, peuvent produire, stocker, consommer, accéder au marché et vendre de l'électricité, et peuvent partager en leur sein l'électricité qu'elles produisent avec comme référence l'autoconsommation collective. Après, ça va être le terrain de jeu qui va changer. Les CEC vont être sur l'électricité uniquement. Ça va être tout type de moyens de production avec lesquels ils vont pouvoir jouer. Pas de limitation géographique, service, efficacité énergétique, IRVE, multi-énergie, enfin vraiment le spectre est large et peut prendre part aussi à la fourniture d'énergie et être responsable de ces écarts. Bref, jouer le rôle de responsable d'équilibre. Ensuite, les CER, là on va être sur plusieurs vecteurs énergétiques, l'électricité, la chaleur, le froid, le gaz, exclusivement de la filière renouvelable et avec une proximité géographique avec les projets, entre le projet et les membres. C'est pour ça que quand je vois ça et qu'on me dit je veux faire de l'autoconsommation collective, donc je veux faire une communauté énergétique, voilà, faut peut-être avoir une vision globale de ce qu'on veut faire comme typologie de projet avant de se dire je me lance dans une communauté énergétique. Derrière, c'est vrai que des fois, il y a des abus de langage en disant je fais de l'autoconsommation collective, c'est une communauté énergétique. Les définitions réglementaires sont maintenant assez claires, donc il faut bien faire le distinguo entre les typologies de projets qu'on veut faire et les définitions juridiques et réglementaires qu'on met derrière. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? J'en vois pas pour l'instant, c'est que vous êtes très clair. et pourtant, cette question effectivement des communautés est quand même pas la plus simple à gérer. Là, on n'a que les compétences. Après, il y a aussi tout l'aspect gouvernance et organisation qui va être encore plus compliqué. Je pense. Si la PMO c'est compliqué dans l'autoconso collective, la gouvernance dans les communautés, ça va être quelque chose. J'ai une petite question en ligne pour savoir si le fait que désormais le surplus en obligation d'achat soit le surplus d'une opération d'autoconsommation collective soit éligible à l'obligation d'achat via le futur guichet, en tout cas c'est ce qu'on a compris ce matin, est-ce que ça change la contractualisation avec le responsable d'équilibre ? Oui. Tout à fait, parce qu'en fait, du moment qu'on passe par l'obligation d'achat, c'est l'acheteur obligé qui joue le rôle de responsable d'équilibre, ou enfin qui nous met en lien avec son responsable d'équilibre. C'était un des gros problèmes jusqu'à aujourd'hui du producteur en autoconsommation collective, c'est qu'il devait, enfin, comme tout producteur, on doit contractualiser avec un responsable d'équilibre. Quand on passe par EDF-OA, on ne se pose pas la question parce que c'est via le contrat d'achat obligé. Par contre, quand on passe par un acheteur du marché, là, il faut également pas oublier de contractualiser avec le responsable d'équilibre, qui étaient des points de blocage et voilà, sur les démarrages du projet. Maintenant qu'il y a l'OA, tout ça va disparaître. Ouais. Oui, effectivement. Lorsqu'on démarrera donc ça sera une nouvelle installation de production qui sera mise en service, de toute façon, on n'a pas le choix, c'est EDF-OA qui sera l'acheteur obligé. Et du coup, on aura le responsable d'équilibre. En signature initiale, on peut le changer ensuite. Voilà, donc c'est vraiment au lancement pour celles qui seront mises en service. Mais par contre, se pose la question pour celles qui sont déjà en service. Donc à partir d'un an et je crois 2 mois avant la date anniversaire, on peut faire une demande de changement d'acheteur obligé. Et dès lors, on pourra avoir un autre responsable d'équilibre autre que EDF-OA. Mais dans le cadre de l'arrêté de toute façon. Voilà. Alors effectivement, on a parlé pas mal de simplification ensemble tout à l'heure autour de ce qui a été mis en place dans le cadre de ces évolutions réglementaires et législatives. Donc nous, à Enedis, on a comme rôle d'accompagner finalement ces opérations d'autoconsommation collective sur la phase, alors toujours dans le respect de nos activités qui sont régulées et bien fixées dans la loi, au niveau de la contractualisation avec la personne morale organisatrice, de la vérification des prérequis et aussi du suivi opérationnel au fil de l'eau, le cycle de vie de l'opération. Et forcément, étant donné que c'est un nouveau système qui est mis en place, forcément, il est perfectible. Et du coup, à Enedis, on a cherché aussi à écouter l'ensemble des acteurs et à mettre en face différents services qui sont susceptibles de faciliter et de simplifier la vie de nos interlocuteurs. Donc l'un des premiers points sur lesquels on a beaucoup travaillé, c'est l'accélération du déploiement d'API à destination des personnes morales organisatrices pour faciliter finalement la gestion de leurs opérations.
Donc on pense notamment à l'ajout retrait de participants. On pense aussi à la consultation des différentes quantités qui sont propres à une opération d'autoconsommation collective. Donc que ce soit la courbe autoconsommée, la courbe à l'eau consommée, celle qui provient finalement qui est apportée grâce aux fournisseurs de compléments. Tout ce qui est surplus, toutes ces quantités-là aujourd'hui étaient envoyées d'une manière un peu plus artisanale. Désormais, on aura accès à des plateformes qui vous permettront, en tout cas les personnes morales organisatrices, d'exploiter beaucoup plus facilement ces données-là. Donc ça, c'est le premier point autour de cette stratégie finalement d'apéisation que nous avons à Enedis et qui ne concerne pas que l'autoconsommation collective, mais qui s'inscrit dans une logique d'entreprise. Le deuxième point, c'est l'industrialisation des échanges de données avec les fournisseurs. Donc on a conscience que justement ces envois de données qui étaient faits par fichier ne facilitaient pas l'intégration de l'autoconsommation collective dans les processus opérationnels des fournisseurs qui ont vraiment beaucoup de sites à traiter et qui ne vont pas s'arrêter finalement aux 700 ou 800 qu'on a pu voir précédemment et faire des factures manuellement. Donc on a eu aussi un gros travail d'intégration de ces données de l'autoconsommation collective dans les différents flux industriels que nous pouvons échanger avec tous ces acteurs de marché, et notamment avec les fournisseurs. Et ça concourt notamment à une meilleure prise en compte de l'autoconsommation collective dans le processus de facturation pour ces fournisseurs, parce que malheureusement, on a pu constater que certains clients finaux n'arrivaient pas à constater l'économie d'énergie sur leur facture d'électricité. Et le dernier point, c'est aussi dans le cas où effectivement il y a une possibilité qui est offerte compte tenu de la configuration de l'opération, c'est une facilité de souscription au TURP autoconsommation collective. Parce qu'aujourd'hui, il fallait vraiment avoir une démarche un peu plus manuelle avec Enedis. Là, on essaie d'automatiser en utilisant les portails qui sont mis à disposition de tous les acteurs et les fournisseurs de marché. Et le dernier point, donc il y a 2 points qui sont à souligner justement. Le premier, c'est qu'on cherche aussi à exposer les données à l'externe, donc à exposer toujours dans le respect du RGPD et de la confidentialité des données. Donc on a un portail sur l'Open Data Enedis où vous pourrez désormais accéder à des données qui sont disponibles pour l'autoconsommation collective et qui seront peut-être enrichies au fur et à mesure. Et le dernier point, c'est la mise en place d'une signature électronique, parce qu'aujourd'hui, on fonctionne beaucoup encore au niveau papier, et pour certains interlocuteurs, ça peut prendre du temps et introduire plus d'inertie et de latence. Donc on digitalise aussi ce processus-là, de sorte à ce que cette signature se fasse plus facilement et que ça simplifie la vie des personnes morales organisatrices. Je voulais faire juste une remarque sur le TURP spécifique autoconso collective. On en a beaucoup parlé durant ces 2 jours. Vraiment une chose à avoir en tête avant même de réfléchir si le TURP nous fait gagner de l'argent ou pas, ce TURP spécifique, c'est vraiment, et Mohamed en a parlé, l'éligibilité à ce TURP spécifique. Il faut vraiment avoir en tête que on est éligible au TURP autoconsommation collective uniquement quand l'opération est derrière le même poste transfo acheté ABT. C'est-à-dire que la CRE a gardé l'ancienne définition d'autoconso collective. Et qu'il y a moins de 100 kg, qu'il y a moins de 100 kW crête d'outils de production. Et la CRE a effectivement pas actualisé du tout ce TURP autoconsommation collective. Il y a pourtant l'occasion. Mais en tout cas, voilà, on est resté sur l'ancienne, sur la grille 2017. Donc avant de rentrer dans des grands calculs là-dessus, déjà vérifier les conditions d'éligibilité, ça fera souvent gagner du temps dans l'évaluation des projets. Oui, peut-être. Ouais, on va accélérer un petit peu parce qu'on arrive au terme de l'heure qu'on s'était peut-être juste donné pour ce sujet. Ouais, en conclusion, les 3 messages clés en tout cas à se rappeler au niveau de l'accompagnement d'Enedis en ce qui concerne l'autoconsommation collective. Donc ces 3 messages clés sont les suivants. Donc le premier, c'est que nous avons la conviction à Enedis, et c'est aussi partagé par les pouvoirs publics, que c'est le réseau public de distribution qui est le pilier justement de ce dispositif-là. Donc à Enedis, on effectue pas mal de tâches, notamment pour s'assurer que tous les participants sont effectivement éligibles à l'autoconsommation collective en effectuant des contrôles, en étant raccordés dans des conditions standards. Donc souvent, on pense que l'autoconsommation collective, il faut tirer un câble pour être directement raccordé entre producteurs et consommateurs. La réalité, c'est que c'est virtuel, c'est contractuel. Il faut simplement être raccordé au réseau public de distribution, et c'est le gestionnaire de réseau public qui est garant justement de ce raccordement et de sa qualité. Des participants qui sont activés en courbe de charge. Donc, contrairement à l'ensemble des dispositifs que vous pouvez avoir sur le marché, notamment la facturation de l'énergie,
L'autoconsommation collective, ça va vraiment reposer sur les courbes de charge. Donc ça, il faut en avoir conscience. Habituellement, on utilise des index pour y compris facturer l'énergie que vous avez, vous, en tant que consommateur qui a un compteur Linky. C'est l'index journalier qu'on va utiliser pour la facturation. Il faut se dire que pour l'autoconsommation collective, on va aller un cran plus loin et on va utiliser les courbes de charge. C'est ce qui fait que tout le monde doit être avec des compteurs communicants. Et enfin, le dernier point, on s'assure qu'il y a vraiment un dispositif contractuel qui est suffisamment solide et clair et établi avec l'ensemble des parties prenantes, que ce soit entre le consommateur final et son fournisseur, le producteur et son responsable d'équilibre, et finalement la personne morale organisatrice et le gestionnaire de réseau de distribution. Vas-y, je vous laisse terminer. Très bien. La partie certification et échange de données, on vient d'en parler précédemment. Donc on calcule et on publie les données pour l'ensemble des acteurs de marché et on cherche aussi à améliorer ce processus-là et à faciliter la prise en compte de l'autoconsommation collective. Et le dernier point, qui a vraiment toute son importance, c'est sur l'organisation qui est mise en place à Enedis. Donc on a la chance de mailler l'ensemble du territoire français avec des agences régionales qui sont présentes partout autour de vous. Vous avez des interlocuteurs qui vont être formés à l'autoconsommation collective et qui pourront vous apporter ce premier niveau d'analyse dès lors que vous souhaitez monter une opération d'autoconsommation collective. Et vraiment, l'idée, c'est que Enedis se positionne en accompagnateur justement de ces opérations, que ce soit au niveau du montage, mais aussi au niveau du suivi, en assurant une bonne coordination avec les personnes morales organisatrices. Très bien, écoutez, merci beaucoup de ces brillantes explications et des réponses aux questions qui ont été faites. Je retiens de cet atelier que les choses changent rapidement, dans le bon sens, dans l'élargissement, dans la simplification. On a encore sans doute du chemin à faire dans la simplification, mais en tout cas, on va dans le bon sens pour ouvrir et accélérer sur l'autoconsommation collective. Et c'est plutôt, de mon point de vue, d'excellentes nouvelles et d'excellentes perspectives. Et pour tout ça, c'est ce que je retire de cette dernière slide aussi, hein, c'est que finalement, pour tout ça, il faut de l'intelligence dans le système et dans les acteurs du système et leur coopération. Et c'est un peu l'objet de la table ronde suivante qu'on va amorcer avec juste le tout petit intermède technique de nettoyage de micro classique, où je vais demander à Christophe Bourgueil et à Anthony Schaff de me rejoindre ici sur la scène. On va changer de sujet, en tout cas d'échelle, et on va parler plutôt de solaire photovoltaïque et de smart charging. On a vu hier une étude très intéressante faite par Yannick Pérez sur l'électromobilité dans les métropoles, et on va voir là ce que ça peut changer, notamment pour répondre aux exigences du décret tertiaire sur l'efficacité énergétique, qui est un gros enjeu qui est aussi devant nous.